sur la ligne de Facebook de Condo Légal. Alors, évidemment, j'ai apporté une grande pointure ce soir, c'est de remplacer notre ami François Cellier, qui est décédé le 4 juillet dernier. Donc, on a décidé, Valérie et Vincent Gaudreault, de faire une émission hommage à François. On a un invité ce soir qui s'appelle Yves Desgagnés, qui est certainement connu de plusieurs comédiens, metteurs en scène, et qui a connu François Cellier dans des circonstances particulières, c'est-à-dire que François était en train de préparer une pièce de théâtre sur la copropriété. Donc, on va en parler ce soir de cette pièce qui est en train d'être élaborée, qui allait être produite dans un avenir qui n'était pas si lointain que ça. Alors, avant de nous quitter, François a eu l'éclair de génie de mettre dans une pièce de théâtre le monde de la copropriété. On sait tous qu'il y a parfois des moments cocasses. Alors, la moitié de notre émission ce soir va traiter de François. On portera évidemment une pensée particulière à François. Évidemment, on a un sujet également qui est aussi triste, c'est l'effondrement d'une tour dans la région de Miami à Surfside qui a malheureusement tué une centaine de personnes. Malheureusement, l'être humain ne s'est pas manifesté de façon brillante dans cet effondrement de tour qui aurait pu peut-être être évité. C'est une tour en copropriété divise, pas loin de Miami à Surfside, la tour Champlain. Alors, ça va être un sujet ce soir de notre émission. On va également annoncer le calendrier des activités. Valérie Couture, qui est de Condo Stratégiste, va nous parler évidemment des émissions qu'on va continuer parce que le départ de François nous chagrine énormément. Mais je suis sûr que François, qui a lancé cette radio il y a maintenant près d'1 an et demi, serait très content qu'on soit dans cette continuité d'émission. Évidemment, Vincent Gaudreault, comme je dis souvent, Vincent qui parle avec assurance parce que c'est un courtier d'assurance très connu, un des grands spécialistes de l'assurance en copropriété, un courtier très généreux de sa personne qui accompagne parfois des copropriétés qui sont en zone de détresse, surtout lorsqu'on apprend que l'assureur va les laisser orphelins d'assurance, comme François Cellier le disait bien, comme il l'a d'ailleurs connu dans sa copropriété. Et Vincent est toujours un peu le redresseur de ces copropriétés malheureuses lorsque les assureurs les laissent tomber. Alors, ce que je propose, c'est que ce soir, on va donner la parole à Valérie, à Vincent et également à tour de rôle avec Yves Desgagnés. Moi, je pourrais peut-être un peu conclure aussi sur mon expérience vécue avec François pour clore ce volet de notre activité, cette première section de l'émission ce soir. Alors, peut-être, Valérie, nous expliquer un peu les circonstances où tu as connu François Cellier. Bien, avec plaisir, puis je suis contente de participer à cette émission parce que j'ai connu un homme extraordinaire, d'une grande générosité qui s'appelle François Cellier, qui nous écoute sûrement à ce moment-ci. Je crois qu'il est là, puis il va sûrement rigoler à quelques fois quand on va se tromper ou quelque chose. Mais François, moi, j'ai eu l'honneur d'être invitée à une première web radio pour dépanner quelqu'un. Et par la suite, je suis tombée sous le charme de François. On a vraiment eu une belle entente ensemble et il m'a réinvitée à quelques reprises. Et par la suite, ben, je suis devenue une presque régulière à la web radio. François et moi, on échangeait aussi durant la semaine pour préparer les émissions et souvent, j'étais une consultante pour François pour répondre à ses questions, etc. J'ai eu la chance de vraiment connaître un peu, pas assez, mais connaître un peu François. Et c'était quelqu'un qui était vraiment dédié à son émission. C'était tout. C'était vraiment important pour lui, cette émission-là. Dans un premier temps, pour l'éducation au niveau de la collectivité, du monde, de l'industrie de la copropriété. Et il avait une facilité et il avait les connaissances pour savoir exactement ce que les gens ont besoin
d'entendre et de connaître pour vraiment les aider dans la copropriété. Alors, je suis très contente d'être là ce soir et François, tu nous entends, on va bien faire ça avec mes collègues ce soir et c'est un plaisir de t'avoir connu dans ma vie, c'est un plus. Merci beaucoup, Valérie. C'est très émouvant comme témoignage. Ben, écoute, Vincent, toi aussi, tu as des expériences et souvent ces demandes d'entrevue que François nous logeait pour la préparation du condo de liaison. Et lorsqu'on parle d'assurance en courtier, c'est un monde extrêmement complexe. Dans un premier temps, c'est un monde plate. Il ne faut pas se le cacher. Je vais le dire ce soir. Je ne le prends pas personnel. Je Non, n'ai pas de problème. Écoutez, je pense que personne qui lit une police d'assurance avec passion en disant mon Dieu, je suis rendu à la 12e page d'exclusion. Donc, je me demande toujours, est-ce que je suis couvert? Parce qu'il me semble qu'il y a plus d'exclusion que de couverture d'assurance. Alors, et c'est quelque chose de compliqué, l'assurance. On pourra peut-être en parler dans des autres émissions, en ce sens qu'il y a 2 niveaux d'assurance en courtier. L'assurance du syndicat là, qui assure tout le bâtiment, mais également l'assurance des copropriétaires. Donc, 2 régimes d'assurance. Et François, sa grande qualité, c'était un grand vulgarisateur. Donc, ça, j'aimerais ça t'entendre un peu sur tes expériences avec François, là, sur tes premiers échanges, comment vous êtes connus, puis un peu comment il y a eu cette rétroaction autour de lui. Ben, en fait, Yves, tu l'as dit, dans les 2-3 dernières années, au niveau de la copropriété, il y a eu énormément de changements législatifs. Au point où beaucoup de copropriétaires, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de web radio, les copropriétaires, les gestionnaires, maintenant, ont de la difficulté à suivre tous les changements qu'il y a eu au niveau législatif. Évidemment, ça a donné lieu à beaucoup d'articles dans le condo liaison, dont François était le rédacteur principal. Puis, donc, j'ai eu beaucoup à lui parler parce qu'on essaie de vulgariser ça pour les gens. Il y avait des questions. Il faut quand même, tu as raison quand tu en parles, Yves, c'est qualité de vulgarisateur. Puis, en fait, une qualité encore plus rare, c'est qu'il pouvait le faire à l'écrit, comme il pouvait le faire aussi lors des web radios. Donc, même à l'écrit, je me souviens, on a passé là, des heures et des heures parce que c'était quand même quelqu'un de perfectionniste à ranger les phrases pour que ce soit plus clair pour les gens, plus simple pour les gens. Non, ça, c'est trop poussé. Comment on peut ramener ça? Comment on peut faire ça que ce soit le plus clair possible? C'était quelqu'un qui était très perfectionniste, un grand amour de la langue française, portait une grande attention à la rédaction de ses articles. C'est toujours impeccable au niveau français. Au niveau de la recherche aussi, il validait les choses là, continuellement pour s'assurer que au niveau factuel, tout était bien. Tu l'as dit, Yves, on a vécu une situation ensemble aussi, parce qu'après un an et demi à me parler d'assurance de copropriété et de problèmes d'assurance de copropriété, bien, François, dans sa copropriété, a eu des problèmes d'assurance. Donc, il était bien équipé. C'était au moins un an qu'on en parlait, un an et demi. Il était assez bien équipé pour faire face à ça. Puis, ce n'est pas des problèmes là, comme on a déjà vécu et discuté à l'émission, entre autres. C'est des problèmes plus bénins que ça. Mais quand même, ça lui a fait vivre une expérience personnelle, à part de l'avoir vécu au niveau professionnel, l'a vécu de façon personnelle. Puis je pense qu'après ça, ça a teinté aussi là, de la façon dont il abordait les choses. Parce que, tu sais, il y a toute la question là, de la technique, la réglementation, mais il y a beaucoup un côté humain là-dedans. Ça, je pense que ça, François le voyait. Puis quand il parlait aux gens, il interagissait avec les gens, tout ça sur le panel, il essaie de ramener ça au côté humain de l'assurance. Parce que c'est ça. Tu sais, quand un syndicat ne trouve pas d'assurance, les gens ils sont un peu désespérés. Leurs condos perdent de la valeur. C'est souvent leur plus gros actif financier. Tu sais, puis dont certains, c'est leur seul actif financier, mais il y a des drames humains aussi là-dedans. Ça, je pense que François le comprenait bien. Puis aussi, une chose à souligner, c'est au niveau de sa curiosité. C'était quelqu'un de polyvalent. Je pense qu'il l'a démontré. Il travaillait en copropriété. Il travaillait aussi, je pense, dans le monde des animaux. Il y avait aussi plein de sujets sur lesquels il était informé. On parlait de plein de choses d'actualité. C'est un gars qui était extrêmement curieux. Puis je pense que ça le servait bien là, dans son rôle. On a d'ailleurs une belle photo, Vincent, et à l'écran de François en pleine émission radio. Là, on a un carrousel de photos là, qui devrait normalement circuler. Alors, effectivement, Vincent, tu as raison. François était un grand perfectionniste. Alors, avant de démarrer son émission de radio, François faisait des recherches, s'intéressait au sujet, il voulait comprendre. Il voulait également rendre accessible au grand public là, toutes ces questions qui sont, somme toute, complexes. On sait bien que lire une déclaration de copropriété, il n'y a rien de très, très sexy là-dedans. C'est drabe, c'est un peu incolore, indigeste.
Alors, François, dont la conjointe, et que je salue d'ailleurs ce soir, France Bourassa, une femme réellement extraordinaire, France super sympathique, était propriétaire de sa copropriété, puis qui avait été un peu laissée à l'abandon pendant plusieurs années par les conseils d'administration précédents, déficit d'entretien, on poussait un peu les choses à demain. Et à un moment donné, ben, il y a eu le départ des administrateurs et François s'est investi sur sa copropriété, même si c'était pas propriétaire, comme administrateur de sa copropriété. Donc, il ne faisait pas juste en parler et l'écrire, il la vivait comme administrateur. Et il a eu, après, un dégât d'eau généré par, je pense, un aqueduc, la ville qui a cédé, un assureur qui lui a dit, ben écoutez, on n'a plus d'intérêt à vous assurer. Et François était bien conscient d'une chose, plus d'assurance dans une copropriété, la valeur marchande des appartements ne vaut plus rien parce qu'il n'y a plus de capacité. Alors, de façon très intense et de façon très professionnelle, François s'est investi à relever le défi, à travailler avec Vincent Gaudreault sur des solutions et surtout dans sa propre copropriété, à faire entreprendre des travaux de réhabilitation de tout ce qui était à risque en termes d'étanchéité, les terrasses. Et malheureusement, porteur de mauvaises nouvelles, et parfois, on est très critiqué comme administrateur lorsqu'on dit, ben, écoutez, la membrane des toits terrasses, c'est fini, il faut mettre de l'argent. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas porter ça l'année prochaine? François, avec une grande détermination, un grand professionnel, disait, non, on va le faire maintenant. Et effectivement, il a réussi à relever le défi. Peut-être, avant que je donne la parole à Yves Desgagnés, parce que Yves, c'est comme la cerise sur Sunday ce soir. Il va nous mettre ça comme un véritable comédien, sait le faire avec beaucoup de verbe. Moi, je vais vous parler de François Sellier, je vais vous en parler avec beaucoup d'émotion. Alors, il faut savoir que François Sellier, je l'ai connu il y a à peu près une quinzaine d'années, à une époque où le regroupement des gestionnaires, dont j'étais un des fondateurs, avait pas trop de vécu. Hein. C'était créé en 1999, donc on a 22 ans, puis on avait 7 ans de vécu comme organisation. Dans un monde, il y avait une autre association qui était en compétition. Et un jour, j'ai un monsieur Sellier qui m'appelle en disant, écoutez, monsieur Jolicoeur, vous êtes un avocat spécialisé en copropriété, j'aimerais faire une entrevue pour je ne sais pas quel magazine, il était pigiste pour des magazines, il me dit, expliquez-moi. Alors, je ne le connaissais pas du tout. C'est qui ce monsieur-là? J'étais un peu, je me demandais c'était qui ça. Et je commence à lui expliquer un peu les tenants aboutissants de la copropriété, puis il rédige son papier. Et finalement, il me l'envoie. J'ai dit, mon Dieu, j'ai un talent entre les mains. J'ai un talent entre mes mains. Il ne faut pas que je laisse filer ce talent-là. Alors voilà, son petit côté comédien, parce que François était comédien, quelque chose en commun avec Yves Desgagnés. J'ai dit, j'ai l'homme de la situation pour pouvoir, évidemment, rédiger et mettre à un plus haut niveau le condo liaison qu'on avait parti en 2000. On a créé le RGCA en 1999. Et en 2000, on avait un magazine qui ressemblait plus à un feuillet paroissial qu'au condo liaison qu'on connaît, papier glacé, articles de fond, et ainsi de suite. Et je peux vous dire qu'on n'avait pas beaucoup de sous on a d'autres meilleures photos, je pense qu'on pourrait peut-être faire circuler parce qu'elles ne tournent pas tellement vite. Je pense pas que François va vouloir rester sous l'angle de Hulk Hogan, c'est ça. C'est François Sellier à Paris, dans le cadre d'une activité qui s'appelait Radio Imo à Paris, dans le cadre du Salon de la Côté, Porte de Versailles. Alors finalement, je lui dis, Monsieur Sellier, ayez foi en nous, là. D'ailleurs, c'est un avenir extraordinaire, mais on n'a pas d'argent. Alors, ça commence bien comme ça. Mais si vous nous faites confiance, on va bien vous payer un jour. Hein, qui ne m'avait pas posé la question c'était quand le jour, là, parce que je ne saurais pas su que c'était quand le jour.
Alors, et François, la main sur le cœur, dit « J'embarque dans cette aventure-là ». Et contre vent et marée, François était un collaborateur d'une grande, grande qualité en termes rédactionnels. Il a toujours été à mes côtés aussi dans le cadre des... ben là, c'est une photo de jeune premier de François, dans le cadre des magazines qu'on produit. On a produit Le Bien Vivre, la copropriété. J'ai produit des livres aussi, tout le volet vulgarisation. François a toujours été à nos côtés. Et finalement, il a commencé à rétroagir avec plusieurs intervenants, dont quelqu'un qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir. Je veux quand même souligner Yves Papineau, qui est un des grands avocats en droit de la côté au Québec. Maître Papineau a une bonne raison ce soir de ne pas être avec nous, c'est qu'il préside une assemblée de copropriétaires. Donc, s'il avait été au théâtre, j'aurais dit, ce n'est pas une bonne excuse, mais pour l'assemblée de Une excellente excuse d'aller au théâtre. Je pense que je savais bien que j'allais faire rétroagir M. Desgagnés. Hein, tous les avocats, on soulève toujours quelque chose en sachant ce qui nous attend après. Donc, François a été dans cette dynamique d'avoir la main sur le cœur. Et par la suite, on a commencé à faire des capsules vidéo. Et également, il agissait aussi tout au point de vue de la communication. Moi, je faisais beaucoup d'interventions médiatiques. Il parlait, c'est un peu comme dans les relations de presse que je faisais au niveau du RGCQ. Et un des moments forts de cette activité, c'est lorsqu'on a organisé le RGCQ avec une des plus grandes associations dans le monde de la copropriété française, une activité dans l'hôtel de ville de Paris sur la côté. Le futur. Quel sera le futur de la copropriété? On est parti à Paris. Laurent Emery, qui est le directeur général du RGCQ, Yann Tawar-Maki, donc la délégation québécoise pour faire cette activité-là dans le bel hôtel de ville de Paris. Donc, il y a quelques photos là, qui vont passer. C'est dans le cadre des activités qu'on a eues dans Paris. Donc, François était également un homme de théâtre. Alors, un homme de théâtre très intéressant. Un jour, il m'invite à assister une de ses pièces de théâtre et pour François, il ne savait pas que mon horloge biologique, vers 8h30, 9h, fait en sorte que je dors. Donc, François était comédien. Moi, je jouais avec Louise, les enfants, et ainsi de suite. Puis moi, il voit le grand Jacques dans la salle, les deux yeux fermés, puis il joue sa pièce. Donc, il a compris, François, que ce n'était pas par manque de respect envers lui, c'est que mon horloge faisait en sorte que les petits yeux d'Yves Jelker devaient se fermer à ce moment-là. Toutefois, cette passion pour le théâtre, il me l'a exprimé à plus d'une reprise. Il dit, écoute, Yves, j'aimerais ça, faire une pièce de théâtre. J'aimerais donc ça. Alors, un jour, un de mes grands amis qui est avocat à Paris, Maître Olivier Brand, avec qui j'ai écrit un livre sur les côtés en difficulté, me dit, François, on a fait une pièce de théâtre ici en France sur la côté. Alors, je vous encourage, François, à produire cette pièce de théâtre. Donc, François, stimulé par mon grand ami Olivier Brand de Paris, se dit, pourquoi pas moi? Donc, il a commencé à l'écrire, plusieurs essais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de poubelles remplies de papier, d'essais, ainsi de suite. Et un jour, le destin a fait en sorte que Yves Desgagnés, moi, on s'est parlé un soir en revenant du bureau. M. Desgagnés avait un petit souci de voisinage dans sa copropriété. Et je lui dis, M. Desgagnés, un homme très, très connu, je dis, M. Desgagnés, croyez-vous, M. Desgagnés, que mon grand ami François Sellier, qui veut réaliser le rêve de sa vie, pourrait être accompagné par quelqu'un d'aussi connu que vous? Et M. Desgagnés dire, mais pourquoi pas? Alors, ce soir, je vous présente Yves Desgagnés, que je considère maintenant un ami, je peux le dire, avec qui qui a eu la grande bonté de cœur d'accompagner François Sellier dans ce volet, dans son rêve de produire cette pièce de théâtre. Donc, Yves, je te donne la parole pour un peu expliquer le court passage que tu as eu avec François sur la pièce de théâtre qui a été complétée. Donc, je te donne la parole sur ce volet-là, Yves.
Merci, mon cher Yves. Et d'abord, d'emblée, je voudrais juste partager avec vous. Je l'ai connu de façon très, très intense, mais sur une très courte période. Donc, j'ose même pas imaginer la peine que vous devez ressentir, vous qui avez été attaché, là je parle à Vincent, Valérie, et puis à toi Yves, qui avez été attaché pendant de nombreuses années avec François. Ça a été pour moi un véritable coup de cœur, ce gars-là. Alors, je vous explique un peu le contexte, c'est que Yves Jolicoeur me dit, j'ai un ami comme ça qui va écrire une pièce de théâtre. Et là, je le dis bien modestement, moi, j'ai dirigé pendant quelques années la section d'écriture dramatique à l'École nationale de théâtre. Je m'occupais de la formation des auteurs. Donc, j'étais bienvenu de ça. Et je reçois régulièrement des demandes comme ça. Bon, je dis oui, mais pas toujours, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail d'accompagner un auteur. Il faut comprendre comment il est dans sa tête, etc., etc. Mais voici ce qui s'est passé. J'ai dit à Jolicoeur, j'ai dit, Yves, dis-lui qu'il m'appelle. Alors, je reçois l'appel de François Sellier et là, mes amis, ce n'est pas une blague et je ne veux pas faire de surenchère, ça a été le coup de foudre. Pourquoi? C'est sa voix. La tonalité de la voix de ce garçon-là est exceptionnelle. Moi, pendant 25 ans, j'étais sur le jury qui recevait les jeunes artistes qui voulaient entrer à l'École nationale de théâtre. J'étais là sur le jury d'audition. De partout, partout. Et souvent, en plein cœur des auditions, je me fermais les yeux pour entendre la voix, parce que la voix, c'est le miroir de l'âme, et la voix dit tout, mes chers amis. La face, on pense que la face dit tout, mais c'est pas vrai, je peux vous le dire. C'est cette voix-là. Et la voix de François Sellier m'a complètement charmé. D'abord, son vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire, ce gars-là. Et puis aussi, il avait fait quand même une formation à l'Université du Québec en communication. Donc, on voyait d'emblée que ce gars-là était vers les autres. Et il m'a avoué au téléphone que son rêve, ça aurait été de jouer, ça aurait été de devenir acteur. Alors, il dit, j'ai écrit une pièce que j'ai ici, justement, que je vous montre, qui s'appelle « Mon beau condo ». Et moi qui étais pris dans des histoires avec ma copropriétaire, des histoires pas trop roses, comme toutes les histoires de condo, je me suis mis à lire ça. Et là, j'ai ri en tabarouette parce que vous aviez raison de parler du côté vulgarisateur de François. Dans cette pièce-là, ce qui est une comédie, d'ailleurs, est-ce que ça peut être autrement qu'une comédie? Les histoires de copropriété, je vous parle d'une scène en question où les deux personnages s'en vont à une réunion de copropriété et dans la scène suivante, ils reviennent dans l'appartement avec leur linge déchiqueté. Donc, la réunion a été quelque chose. Et il y a ce ton-là extrêmement léger, on va dire, mais toujours avec un souci de renseigner. Le message de sa pièce était formidable. On apprend pratiquement à toutes les 2-3 répliques toutes sortes de choses sur ce vivre ensemble de la copropriété. Et ça m'a vraiment beaucoup amusé. Donc, on a échangé comme ça, François et moi, et ça a été fort agréable. Je l'ai invité chez moi, ici à Montréal. On a fait un travail. Ensuite, je suis parti dans ma maison de Charlevoix. Et là, il fallait compléter. Et c'est là qu'il est venu. Et c'est là que je l'ai mieux connu. Il est venu passer quelques jours avec moi dans Charlevoix, où on a vraiment, là, on s'est penché sur sa pièce. Et ça a été un très, très grand plaisir. D'abord parce que c'est un gars intelligent. Ce qui ne court pas les rues, l'intelligence, par les temps qui courent. Il y a beaucoup de bêtises dans notre monde. Mais ça, c'est un autre sujet et je pourrais venir dans une prochaine émission vous parler de la bêtise humaine. Ça, ce sera, si vous avez envie de rendre ça un peu comique, votre émission, invitez-moi, puis je vous parlerai de la bêtise. Mais lui, il était intelligent, extrêmement sensible, et j'ai été sur le cul, je n'ai pas d'autres mots, quand ce gars-là est arrivé chez moi, il est pour moi dans la catégorie des pétards. Un beau garçon, grand, sportif, mince. J'en suis pas revenu de l'énergie qui était là. L'autre chose qui est tout en sa faveur, puis je ne veux pas faire de trop en mettre, je n'en revenais pas de la qualité d'écoute de François Sellier. Ça, c'est un don que peu de gens ont, de bien écouter et de bien comprendre sans juger la personne qui parle. Et moi, j'étais étonné. Alors, j'y faisais des commentaires et je vous le jure ça a été un échange extrêmement fructueux et il n'y a aucun des commentaires qu'il n'a pas reçu. Même si parfois il disait « Ah, ça, je ne suis pas sûr de telle chose », c'était toujours pour mieux construire la pièce. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble dans Charlevoix.
jusqu'à une version, on peut dire une bonne étape de travail. On a passé à travers sa pièce. Évidemment, quand on parle de théâtre, le processus est long. Et long parce que entre l'écriture et la production, là, on passe de 2 à 3 dimensions. Donc, il y a toute une série d'étapes dont je vous fais grâce qui adviendra avec ça. Et puis, ben, comme tout le monde, vous n'avez pas idée de la peine que j'ai eue quand, 24 heures après qu'il soit parti de mes éboulements, Yves m'appelle, Yves Jolicoeur, et pour me dire qu'il était décédé là, extrêmement rapidement d'un embolie, je pense à l'aorte. Alors, c'est absolument... Pour moi, ça m'a envoyé un message, mes amis. Depuis le décès de François, j'ai essayé d'être plus léger, d'aimer les gens, d'être proche des gens, de ne pas penser par anticipation à tout ce qui nous arrive. Ce qui nous tue, c'est ce qu'on imagine de ce qui va arriver demain. Et dans à peu près 100% des cas, ça n'arrive jamais comme on pense. Alors, et ça, c'est quelque chose que François m'a beaucoup parlé. J'ai rappelé mes problèmes que j'avais avec la copropriétaire, mais il dit, arrête d'anticiper, Yves. N'anticipe pas, tu vas voir que c'est pas si pire et que ça va se régler. Puis il avait raison. Tranquillement, pas vite, les choses cheminent et se règlent. Mais je souligne aussi ce dont vous avez parlé, mes chers amis, sa très grande humanité. Humain. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, lui, je pense même, au-delà de son écriture, c'était la rencontre. C'était qu'on partage. C'était qu'on puisse ensemble cheminer vers un objet qui est l'objet de la pièce, mais il y avait la rencontre humaine qui était vraiment plus grande que tout. C'est ce que j'ai senti immédiatement. J'aimais aussi, évidemment, son humour, son rire, sa manière de rire. Et, il y avait une joie, et je trouvais qu'il y avait encore l'innocence. Il avait la qualité de l'enfance. Et quand un être humain, jusqu'à sa mort, et même s'il vit très, très vieux, il reste avec le cœur de l'enfant, ben, il passe une belle vie et il fait du bien autour de lui. Donc, je voudrais simplement conclure en vous disant que dans cette brièveté, François Sellier m'a fait du bien. Il m'a livré un message d'humanité, de simplicité aussi. Il dit, Yves, t'es bien dans ta maison, arrête donc. Moi, je suis un tempérament un peu anxieux, mes amis. Je suis poigné avec ça depuis que je suis au monde. J'ai une vie joyeuse, j'ai une belle vie, mais un petit peu anxieux, anticipatoire, qui est le propre un peu du métier que je fais. On ne sait pas comment le public va recevoir ceci, on ne sait pas cela, on ne sait pas là. Donc, on travaille toujours pour demain, nous, dans notre travail, évidemment. Et il m'a fait prendre conscience du plaisir de l'instant présent. On a partagé ensemble, même pas un verre de vin, parce qu'il ne buvait pas, François. Ça, c'est une autre chose étonnante. Si on est à la campagne, un petit verre de vin, mon François, j'ouvre une bonne bouteille. Pas du tout, ça ne l'intéressait pas du tout. L'alcool, la cigarette, tout ça ne l'intéressait pas. C'était un homme en santé et je trouve que son corps témoignait de son esprit, c'est-à-dire la santé, le plaisir, la simplicité et l'humanité. Écoute, Yves, c'est très, très touchant comme témoignage. Alors, tu sais, je te l'ai dit, moi, j'ai un devoir, celui que cette pièce de théâtre que François a produite soit mise en œuvre. Tu m'as bien expliqué qu'avec la période du COVID, que plusieurs pièces de théâtre sont un peu comme sur le tarmac en attendant de pouvoir s'envoler. Mais j'ai cette détermination de mon côté, puis j'espère que je contaminerai d'autres personnes, qu'on puisse produire la pièce de théâtre que François a réalisée. Le regroupement des gestionnaires côtières du Québec, c'est dans notre mission, hein, notre génétique aujourd'hui, de propulser le savoir. D'ailleurs, l'RGSQ soutient toutes les œuvres littéraires en termes juridiques. On apprend beaucoup de choses sur la copropriété dans cette pièce-là. Ce n'est pas seulement là, des gags et des choses. Je le répète, ça ne peut pas être autrement que comique parce qu'il arrive tellement de malheurs à notre couple qui vient d'acheter un condo qu'on ne peut qu'en rire, bien que ça ne soit pas risible. Mais oui. D'ailleurs, sur la page Facebook, il y a déjà des gens qui souhaitent voir la pièce. Donc, juste avec votre exposé, il y a des gens qui sont déjà intéressés. Fait que je pense que l'intérêt, définitivement, est là. Oh, oui, je pense qu'en tout cas, qu'il y a un chemin à faire. Évidemment,
On ne rentrera pas dans les détails ce soir, mais comme je vous dis, c'est entre aujourd'hui et le mode de production, il y a quelques étapes quand même à faire. Et effectivement, la COVID a déréglé tout notre système théâtral. Je vais vous terminer là-dessus. J'ai monté une pièce pour le Théâtre du Rideau Vert qui s'appelle « Long voyage vers la nuit », un chef-d'œuvre du dramaturge américain Eugene O'Neill. Je travaille sur cette pièce-là depuis 2018 et croyez-vous, je vais la faire en 2022 finalement. Il faut chasser par cœur, c'est une pièce de 3h30. Alors, ça, c'est la réalité. Cela étant dit, tout se peut. Le temps, pour moi, le temps est élastique. Et il y a bien des formes possibles, il y a bien des productions possibles, puis une chose à la fois. Pour l'instant, j'ai un plaisir à relire sa pièce, puis à prendre encore quelques notes. Merci beaucoup, Yves. Je sais que tu dois nous laisser à l'égard de ce témoignage-là. C'est très généreux de ta part. Puis je pense qu'au nom de Valérie, Vincent et également tous ceux là, qui ont apprécié, qui sont dans la peine d'avoir perdu François. Oui. Mais moi, je suis un homme de foi. Je pense que François est avec nous ce soir. Et, moi aussi, j'y crois. Il nous écoute ce soir en disant on est pas mal fiers de ce que l'on produit. Absolument. Alors, moi, je vais dire quand même une petite dernière chose, Yves. J'allais dire, il est parti au climax de sa vie. Il était en pleine forme, un adulte, beau comme un cœur, en santé. Alors, il ne s'est pas vu dépérir dans les CHSLD comme nos personnes âgées. Il ne s'est pas vu dépérir comme mon ami qui est en phase terminale d'un cancer du cerveau. Je sais que ce n'est pas pour consoler ce que je vous dis, mais il y a quand même, il faut se résoudre à un moment donné de dire la souffrance ne l'a pas accompagné pendant des semaines et des mois. Et dans ce temps-là, c'est ce qui me console sur la bébête humaine que nous sommes. Voilà. Tout à fait. Bravo. Merci beaucoup. Merci. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Alors là, je vous quitte, chers web spectateurs, parce que je m'en vais à des réunions de production. Je m'en vais me faire dire que ça coûte trop cher, mes idées, puis que les producteurs n'ont pas d'argent. On va me dire ça jusqu'à 10h ce soir. Et je vous en donne des nouvelles à un prochain rendez-vous. Merci de m'avoir invité à ça. Merci. Bon, écoutez, première période, premiers 30 minutes d'émission, qui évidemment, en termes d'émotion, c'est très prenant. Écoutez, on va passer sur un autre sujet, ce que je vous l'avais mentionné ce soir. On va parler de cette triste catastrophe. Évidemment, on a suivi dans les médias cet été l'effondrement d'une tour en condo qui était en bordure de mer, où les gens allaient là pour se reposer, pour profiter des bons moments de la vie. On va avoir tout à l'heure, dans quelques instants, on va vous présenter quelques extraits d'une entrevue que j'ai donnée à Anne-Marie Dussault sur la question de suicide. Évidemment, la question se pose, oui, mais si c'est arrivé en Floride, est-ce que ça pourrait se passer ici au Québec? Évidemment, Surfside, c'est assez spectaculaire. On a vu en direct la moitié d'une tour s'effondrer et emporter dans le fond les gravats près de 100 personnes. Hier, j'étais dans une copropriété où le président du conseil me dit, vous savez, hein, c'est pas juste à la télévision, c'est une de mes amies qui est allée chercher dans une urne sa fille en Floride, qui est morte dans l'effondrement de la tour. Alors, ce n'est pas juste des images lointaines, ça nous touche. Et lorsque l'on regarde d'un peu plus près cette catastrophe, lorsque j'ai lu les différents reportages dans le New York Times, je me suis dit, mon Dieu, la bêtise humaine, elle est partout pareille, que ce soit ici au Québec ou en Floride, le refus des propriétaires de faire face à leurs obligations. Également, cette volonté de reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on est en mesure de présenter l'extrait de l'entrevue. Je pense qu'on devrait être bon. Je pense qu'on a un petit problème de son. Mais on voit quand même des images qui sont assez spectaculaires de l'effondrement de la tour. Là, évidemment, c'est la deuxième partie de l'effondrement de la tour lorsqu'on a jeté la deuxième section du
du bâtiment. Alors, la question a évidemment frappé l'imaginaire. On va voir si on est capable de présenter l'extrait. Je pense. Sometime in May, that I think we're out to bid to do certain structural repairs as well as mechanical, electrical, plumbing things on the building. There's nothing in there that talks about the urgency of that work. Cet édifice à condo qui a dû être démoli hier en Floride après s'être partiellement écroulé faisait au moins 28 morts et plus de 100 disparus encore à cette heure-ci. Il souffrait de dommages structurels majeurs qui avaient pourtant été signalés à la copropriété depuis 2018. Alors, sommes-nous... On a voulu poser la question pour la situation ici au Québec. Est-ce qu'on est à l'abri de catastrophes comme celle-là? J'en parle avec Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la copropriété, fondateur et secrétaire général du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Maître Jolicoeur, bonsoir. Bonsoir. Quand vous avez vu arriver... Alors, évidemment, la question de Mme Dussault, c'est de dire, écoutez, est-ce que ça pourrait se passer chez nous? J'ai vécu des effondrements de bâtiments en copropriété. Un garage à Verdun, il y a plusieurs années, qui s'est effondré sur les voitures. J'ai vécu des évacuations de bâtiments au Cap-de-Madeleine où le bâtiment est en train de s'effondrer par implosion. Alors, est-ce que c'est des choses qui se passent à tous les jours? Il n'y a pas eu beaucoup d'effondrements en Floride de bâtiments, sauf que depuis que la chose a été rapportée, on a évacué des bâtiments. On a été pris à devoir se poser des questions, à savoir est-ce que c'est assurable ces bâtiments-là. Évidemment, la Floride connaît ces conditions climatiques, c'est de l'air salin, c'est des bâtiments qui sont continuellement confrontés à des températures, des ouragans qui frappent ces bâtiments-là. Alors, évidemment, la question qui se pose, et je la pose ce soir à Vincent Gaudreault, quel est l'impact de l'effondrement d'une tour en Floride sur le marché des assurances en copropriété? Donc, Vincent, j'aimerais peut-être que tu nous fasses peut-être un petit topo là, sur cette question-là. Yves, comme tu sais, effectivement, on a vu des situations, des fenêtres qui tombent, des bâtiments qui ont des vis de construction assez substantielles. Donc, c'est des choses qu'on a vécues ici au Québec, ce n'est pas juste à l'étranger. C'est sûr aussi que la crainte des assureurs par rapport au déficit d'entretien sur certaines copropriétés, ça ne date pas de Surfside. Il se fait plusieurs années que les assureurs nous en parlent, plusieurs années que les primes augmentent. Ça fait plusieurs années qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'entretien. Je pense qu'il y a plusieurs gestes qui ont été posés avec les carnets d'entretien, avec différents moyens là, pour essayer d'améliorer l'entretien des bâtiments, mais ça va demeurer la clé, je pense, pour qu'on puisse continuer à assurer ces bâtiments-là. C'est vraiment l'entretien, l'inspection, puis j'irais jusqu'à dire un certain contrôle gouvernemental. Parce que c'est sûr que si on... J'ai vu des articles par rapport justement à Surfside où on a certains bâtiments, dans certains cas, qui ont beaucoup d'envergure, qui sont gérés par monsieur, madame, tout le monde, qui souvent veulent diminuer les coûts le plus possible, ou ont ce désir-là de diminuer les coûts le plus possible. Des fois, on a des conseils qui sont très proactifs, qui veulent dépenser pour améliorer leur bâtiment, que ce soit sécuritaire et qu'ils restent dans le temps. Ils se font débarquer par des gens qui veulent réduire les coûts le plus possible. On le voit, ça, dans de la copropriété. C'est sûr que s'il n'y a pas des règles excessivement strictes, autant par les assureurs que par le gouvernement, en fait, une obligation pour les syndicats d'entretenir adéquatement ces bâtiments-là, on va vivre des choses comme ça, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que ça va être à ce niveau-là ou là, c'est quand même un effondrement substantiel? Je ne sais pas. Mais on a déjà vu des problèmes de construction majeurs sur beaucoup, beaucoup de bâtiments. Ça va continuer. Je pense que dans le cas de Surfside, c'est une problématique d'entretien et d'inspection au fil des ans avec l'air salin, tout ça qui a causé le problème. La Floride était, pour ceux qui ont déjà tenté de s'assurer en Floride, c'est déjà extrêmement difficile de s'assurer en Floride. Le gouvernement est devenu un des plus gros assureurs en Floride parce qu'aucune compagnie privée ne voulait plus assurer en Floride, évidemment à cause des ouragans.
et aussi, évidemment, Miami, puis tout ce secteur-là est bâti très bas par rapport au niveau de la mer. Puis on sait qu'avec la hausse au niveau de la mer, le chauffement climatique, plus d'ouragans, tout ça, c'est une zone qui est vraiment critique au niveau du réchauffement climatique, des conséquences que ça peut amener. Donc, déjà, après ma barre, s'assurant en Floride, c'est déjà pas toujours simple. C'est sûr que j'ai vu des trucs là-dessus, j'ai vu des articles là-dessus, ça va juste empirer les choses, particulièrement pour les immeubles en bord de mer qui sont plus exposés au niveau de l'air salin. Ça va aussi évidemment augmenter les coûts parce que ces tragédies-là, malheureusement, sont des fois nécessaires pour amener des réformes au niveau de l'entretien et de la réglementation. J'ai lu un article récemment sur un épouvantable incendie qui s'était passé dans une manufacture au début des années 1900 où il y avait 200-300 couturières qui étaient décédées dans un bâtiment en hauteur, qui n'avait pas de gicleur, pas de sortie d'urgence, tout ça. C'est suite à ça qu'il y a eu vraiment un resserrement des règles de sécurité. Malheureusement, ce que l'histoire nous apprend, c'est que ça nous prend ce genre de tragédie-là pour amener du changement. Puis j'espère que ça va allumer autant les gens là-bas que les gens ici sur l'importance de bien entretenir ces bâtiments. Bien, si je peux me permettre, Maître Jolicoeur, Vincent, tu dis un point qui est très important, c'est que dans un premier temps, c'est qu'on réagit toujours quand il y a une nouvelle obligation qui vient avec ça. Et les gens sont encore sous le choc qu'on doit augmenter les fonds de prévoyance et tout ça. On comprend très bien comme acteur dans la copropriété que ce n'est pas facile à vivre et tout ça, mais ça passe par là d'avoir les sommes pour pouvoir entretenir les bâtiments. Il y a des syndicats de copropriété pour une grande partie d'entre eux au Québec qui sont vraiment toujours très serrés. Et les gens sont encore à essayer de convaincre les autres copropriétaires que c'est pas possible que les budgets continuent d'augmenter, tout ça, mais ça passe par des moyens pour pouvoir suivre les choses et des gens dédiés. Comme tu le dis, souvent, on a des gens qui se font tasser comme administrateurs, pourtant ils font un bon travail, mais malheureusement, leur gestion n'est pas populaire parce qu'elle augmente la charge de certains copropriétaires qui se disent de passage. C'est intéressant ce que vous nous rapportez. Puis on a également, moi j'ai un dossier, on nous a rapporté que l'assureur ne voulait plus les assurer parce qu'ils étaient construits sur une rivière asséchée. Donc, on a des. Puis là, évidemment, on est tous conscients que plus d'assurance, plus de marché de revente, le financement hypothécaire est fragilisé là, parce que la banque, elle prend pour acquis que le syndicat a une couverture d'assurance. Donc, si le créancier apprend qu'il n'y a plus de couverture d'assurance, techniquement, il peut rappeler son prêt. Mais je pense qu'il faut regarder ça un peu plus dans cette globalité. D'ailleurs, François a écrit un excellent papier, François Sellier a un excellent papier là-dessus. C'est sur, dans le fond, le refus de l'être humain de faire face à la réalité d'aujourd'hui en disant que demain, ça sera mieux. Oui, certes, ça peut être mieux. Toutefois, le bâtiment, lui, il est implacable. Hein. S'il a été mal construit à l'origine, sa qualité ne s'améliorera pas demain. Et il y a eu tout récemment le rapport du vérificateur général qui est sorti, qui était assez accablant pour la Régie du bâtiment du Québec, sur le fait qu'on donnait des licences à des entrepreneurs sans réellement contrôle sur leur qualité, leurs compétences. Et il y a eu un reportage hier à la Facture sur cette problématique. Alors, évidemment, il faut en être tous conscients que notre bâtiment au Québec, il y a un coût. Il y a un coût pour bien construire. Et on a toujours tendance, dans un marché privé, à réduire ce coût et à donner parfois une architecture au bâtiment qui est au-delà de ce que ça devrait être aussi un bâtiment. Plus l'enveloppe du bâtiment est d'une complexité, plus il va coûter cher en entretien, plus il faut s'attendre aussi que lorsqu'on demeure dans une copropriété avec une piscine, un gym, tous ces éléments-là ont un coût. Et ces éléments-là qui ont un coût, des fois, on va vouloir couper pour se payer ces services-là sur l'entretien des bâtiments. Alors, je veux juste quand même, puis on va revenir à la question des assurances. Je me souviens très bien, en pleine commission parlementaire, lorsqu'on étudiait le projet de loi 16, la ministre de la Forêt avait demandé à M. Babinski du Bureau d'assurance du Canada, là, écoutez, là, si vous savez, le gouvernement, là, on a un projet de loi, on va parler de camp d'entretien, on va parler d'études de fonds de prévoyance, on va mettre en place
des mesures pour un peu discipliner, le monde de la copropriété sur le maintien d'actifs. Alors, et la question de la ministre ou de Mme Thériault, qui était la responsable de l'opposition pour le Parti libéral, disait « Oui, mais si on fait tout ça, si on passe ces lois-là, est-ce que nos primes d'assurance et nos franchises d'assurance vont être réduites? » Et la réponse de M. Babinski a été non. Alors, Vincent, j'aimerais ça peut-être que tu réagisses. Pourquoi a-t-on, de la part d'un représentant d'une association d'assureurs, le non? Bien, en fait, c'est oui et non, dans le sens où il n'y a pas d'automatisme, dans la mesure où, tu sais, je vais donner un exemple. Si, par exemple, le coût des matériaux augmente sensiblement, bien, les primes vont peut-être augmenter quand même, malgré ce que les condos ont fait. Par contre, si on regarde d'un point de vue théorique, s'il y a une diminution de réclamation, il va y avoir une diminution des primes. Ça, c'est sûr, parce que l'assurance, il y a un système de cycle, dans le sens où les assureurs ne font pas d'argent, les primes baissent, les assureurs ne font pas d'argent. D'un coup, les primes montent pour qu'ils en fassent. À partir d'un certain moment, bien là, il y a des nouveaux entrants dans le marché, les primes baissent. Puis on voit ça depuis 100 ans en assurance des cycles. Ça arrive toujours. Puis c'est sûr que si les réclamations baissent, les primes vont finir par baisser, c'est une certitude. Mais ça, après ça, est-ce qu'il y a une garantie là-dedans? Mais là, si les réchauffements climatiques empirent, si les coûts de sinistre augmentent, par exemple, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des matériaux, tout ça, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la prime qui est extérieure à l'environnement du syndicat. Par contre, d'un point de vue théorique, si vous limitez votre risque, vous diminuez les réclamations, les primes vont finir par baisser. Ça, c'est sûr. Ou du moins, ça va limiter l'augmentation. M. Babinski disait que ce n'était pas un effet immédiat dans le direct. Il faut qu'il y ait un certain vécu, voir si effectivement cette mesure. D'ailleurs, je vais peut-être rebondir avec Valérie. Il faut toujours se rappeler que les mesures introduites par le projet de loi 16 par Mme la ministre Laforêt, les carnets d'entretien ne seront pas obligatoires avant 3 ans. Les études de fonds de prévoyance, ce n'est pas demain matin. Puis une fois que les études vont devenir obligatoires, on va donner 10 ans aux syndicats pour combler le fonds de prévoyance à la hauteur de l'étude. Alors, ce n'est pas demain matin que la rigueur dans la gestion de copropriété va se matérialiser. Alors, Valérie, comment on peut composer avec cette réalité-là dans les copropriétés? Le fait que ce ne soit pas encore obligatoire, que ce ne sera pas tout à fait demain matin. C'est quoi la réaction des conseils d'administration que vous gérez, là, des immeubles, des grands immeubles que vous gérez vis-à-vis de ces mesures-là? Bien, en fait, nous, ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est que plus vous attendez ce délai de 3 ans de la réglementation finalisée, puis le 10 ans de rattrapage, plus ça vous donne un délai court pour rattraper. Et là, il faut juste être un peu plus, je vais dire un mot en guillemets, intelligent et prendre tout de suite les moyens de dire, j'augmente mon fonds de prévoyance, j'investis dans mon carnet d'entretien, je commence par le lire, parce qu'on a des immeubles qui avaient ces outils-là, mais qui étaient plutôt tablettés. Et par la suite, commençons à s'organiser comme ça. Donc, l'engrenage de ces syndicats-là va déjà être fait et va déjà être mis en place. Ceux qui vont attendre toujours à la dernière minute, bien, vont être comment je dirais, ils vont être encore en rattrapage, puis ça va faire encore plus mal. Nous, on a déjà tous nos syndicats qui ont presque complété leur fonds d'auto-assurance. Les fonds de prévoyance sont déjà, plusieurs sont en cours de l'avoir fait, près du 3/4. Le carnet d'entretien. Et là, on commence à mettre en place, comme gestionnaire professionnel, des façons de faire, parce que ce n'est pas simple non plus de faire le suivi d'un carnet d'entretien. Peu importe le niveau, dans les petites bâtisses, on n'a pas de monde, on n'a pas de gens. Et dans les grosses bâtisses, c'est qu'il y a énormément de carnets d'entretien qui sont épais comme ça, fait que ça prend des gens à l'externe, etc. Mais si on attend dernière minute, M. Jolicoeur, c'est que les gens auront encore le mur qui va être déroulé devant leurs yeux, ils n'ont pas de temps de réaction. Donc, nous, chez les gestionnaires actuellement, je crois que le gros bassin de gestionnaires qui est là travaille pour mettre ça en place le plus rapidement possible pour que les gens commencent déjà à comprendre qu'il faut déjà s'organiser avant de ne plus avoir d'options dans notre organisation. C'est sûr que c'est paniquant un peu quand on mettait 35 $ par mois dans le fonds de prévoyance, puis on se fait dire on devrait en mettre 100 par unité par mois, mais on l'a bien dit, le bâtiment parle de lui-même. C'est lui qui a besoin de ça. Et moi, je pense que plus les gens vont être bien outillés, on espère que ça va donner un dossier plus clean.
pour les assureurs, parce qu'un jour, à un moment donné, ils vont avoir des comparables, ils vont se dire, bon, bien, un syndicat qui est bien organisé, qui a tous ses outils, qui les suit, etc., c'est beaucoup plus rassurant pour un assureur qu'un syndicat qui demande, as-tu un fonds de prévoyance? Non, nous autres, on n'a pas encore fait ça, puis on attend toujours à la dernière minute. Ouais. Une chose, par contre, qui est peut-être intéressante à considérer en matière d'assurance, c'est le volet de la souscription. Ça, j'aimerais ça, Vincent, vous en parliez. Moi, je suis administrateur de la copropriété. Je vous appelle, vous écoutez. On écoute religieusement vos émissions sur Facebook. On est membre du regroupement des gestionnaires agriculteurs du Québec. On est allé à des colloques qui nous disent réellement que c'est important de mettre en place un carnet d'entretien, même si ce n'est pas encore obligatoire. On a décidé d'engager un professionnel pour le faire. On a même fait faire une étude de fonds de croyance, puis on a commencé à moduler nos charges communes de façon conséquente aux projections de l'étude de fonds de croyance. Donc, on peut se dire qu'on est réellement dans une copropriété exemplaire. Peut-être en zone de conclusion, est-ce que ça va être pris en considération par l'assureur au niveau de la souscription? Est-ce que c'est un élément, là, en vous disant tout ça, là, que vous allez être en mesure de m'avoir une meilleure prime d'assurance et une franchise plus basse? En fait, ça dépend de la taille de la copropriété. Là. La souscription n'est pas nécessairement la même selon la taille. Mais par exemple, en assurance administrateur et dirigeant, les états financiers de la copropriété vont être demandés. Donc, une copropriété qui a des difficultés financières ou qui n'est pas suffisamment capitalisée peut avoir de la difficulté à s'assurer. De plus en plus, les assureurs, c'est sûr que c'est long là, avec les compagnies d'assurance, c'est toujours un processus assez évolutif. Mais tu sais, il y a 5 ans, ils ne nous demandaient pas l'âge des chauffe-eau. Maintenant, c'est demandé systématiquement. Chaque nouvelle demande de soumission chez Intact, par exemple, on a un questionnaire de 2 pages. Est-ce qu'il y a un registre d'amélioration locative? C'est quoi le pourcentage de location? Il y a de plus en plus de questions qui sont posées. Puis je pense que Valérie le vit aussi au quotidien. De plus en plus, il y a un niveau de sophistication qui est de plus en plus important chez les assureurs, justement pour filtrer ceux qui sont bien gérés et ceux qui ne le sont pas. Donc, ça commence à compter de plus en plus la gestion pour les compagnies d'assurance. Écoutez, je trouve ça intéressant. Bon, écoutez, on a parti bien courageusement là, l'émission après, évidemment, le décès de François. Puis on s'est dit, cette émission de Web Radio, je pense qu'elle a un sens, je pense qu'elle est d'intérêt public. Et d'ailleurs, je remercie Valérie Couture et Vincent Gaudreault là, de cet engagement là, à faire survivre l'émission radio. Donc, on s'est dit, ça mérite d'être continué, là, cette web radio, puis ça mérite d'être continué par respect pour celui qui l'a mis au monde, c'est-à-dire François Sellier. Et on a commencé à réfléchir. On a commencé à réfléchir sur les prochaines thématiques d'émission. Alors, je donnerai la parole à Valérie Couture pour nous dire un peu quel est le programme qui nous attend, Valérie, là, dans les prochaines semaines. Oui, on a dressé quelques points pour commencer l'automne. Puis on espère que ça va être intéressant pour les gens. Cette émission-là est vue de plusieurs personnes. Je crois qu'on aide énormément aussi les syndicats de petite taille qui vivent des situations difficiles, donc qui ont accès à de l'information super privilégiée. Donc, on a pensé à des idées comme on va faire un thème sur le travail du huissier de justice, qui est très méconnu pour les administrateurs de copropriété. On espère avoir M. Taillefer, un des grands huissiers dans Montréal, qui viendra participer à notre émission. L'acoustique en copropriété. On commence à vivre des situations délicates dans le remplacement, souvent des planchers qui ne sont pas bien suivis, tout ça. Donc, on va faire un atelier là-dessus. La transaction chez le notaire aussi, c'est un autre point qu'on a pensé. On lance nos idées et on va être à l'écoute des gens qui veulent nous en proposer. Vous pouvez aller sur notre site Internet et me les envoyer à moi, Condo Stratégiste. On va les prendre en note. On va faire aussi, avec Vincent, l'explication de la dépréciation lors d'un sinistre. Les administrateurs sont souvent surpris. Pourquoi que l'assureur ne me rembourse pas tout le montant? Qu'est-ce qui va me rembourser et pas me rembourser? Donc, Vincent va pouvoir nous donner
un paquet de trucs pour les administrateurs, pour la gestion du sinistre. Naturellement, on va revenir avec nos deux avocats, Maître Jolicoeur, Maître Papineau, sur la loi 16. On n'a pas fini de l'expliquer en long et en large, c'est très important. Les animaux en copropriété. On va revenir sur les études qui sont encore à faire et qui ont besoin d'être démystifiées pour la loi 122. Donc, c'est une grande partie des thèmes qu'on a pour l'automne, du moins. Mais j'invite les gens à l'écoute de nous envoyer leurs sujets. On est ouvert à tout. En fait, l'émission est pour vous. Donc, donnez-nous des idées. Ça va nous faire plaisir de tricoter autour de ça. Et évidemment, par l'entremise du site Condo Légal, on fait des annonces pour les prochaines émissions. Si vous êtes membre de Condo Légal, vous recevez une fois par mois ce qu'on appelle le Condo Flash, alors, qui, dans le fond, est un envoi là, qui est transmis à nos 33 042 membres. Ce soir, on a dépassé, c'est quand même extraordinaire, là, 33 000 membres là, qui suivent Condo Légal. Alors, vous allez recevoir, on va mettre dans la section actualité l'annonce, l'annonce de la prochaine web radio. Alors, suivez-nous sur la première page de Condo Légal. On a l'intention d'en produire à tous les 2 semaines. C'est notre intention. On s'est rencontrés, Valérie Couture-Vincent et Gaudreau et moi, en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment on va s'organiser? C'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire de nos journées. Hein. Ça, je peux quand même vous prévenir. On est des gens qui sont avec des agendas très, très chargés, mais on considère qu'en termes d'engagement social, c'est réellement fondamental que cette communication dédiée à la copropriété, qui est une information vivante dans le cadre d'une émission, et qu'on va vouloir également bonifier en termes de modèle, là, parce que tout ça risque d'évoluer. On a des gens célèbres comme Yves Desgagnés qui est venu ce soir. On aura peut-être d'autres gens très, très connus. Continuez à nous suivre sur la page Facebook de Condo Légal. Continuez à nous suivre également sur la première page de Condo Légal. Je vous rappelle, on a également une section des chroniques. On a d'excellents chroniqueurs qui déposent régulièrement des chroniques. On a eu récemment une d'Aline Desormeaux sur un sujet peut-être plus ou moins sexy, la gestion par fonds. Alors, écoutez, mais il faut bien quand même aligner nos chiffres en copropriété. Alors, c'est quand même quelqu'un de très, très généreux. Alors, bien, écoutez, en mon nom, je remercie ce soir Valérie Couture, Vincent Gaudreau. Également, on a Gabriel Sovici qui est avec nous ce soir, étudiant en droit, puis qui nous aide à vaincre les codes 13, c'est-à-dire des problèmes à 13 pouces d'écran. Moi, je suis excellent en termes informatiques, je joue un petit bouton qui ne fonctionne pas. Qui nous a accompagné, Gabriel, qui est un garçon très brillant dans la mise en onde de cette émission, qui va évidemment la mettre en onde par la suite sur la page Facebook Condo Légal. Donc, on va terminer avec un vidéo hommage à notre ami François Cellier, à qui on a ce soir une pensée particulière en espérant que Télésino, comme on disait dans Bobinette et Bobineau, va pouvoir nous faire partir ce vidéo-là. Alors, Gabriel, si tu peux nous mettre en onde la vidéo de hommage qu'on a fait à François Cellier. On appréciait. Vous allez voir quelques photos sur la vidéo dont on voit François en train de travailler avec Yves Desgagnés cette pièce de théâtre là, qui vont, j'en suis convaincu, être produite. Alors, si on peut faire partie de la vidéo. Donc, merci à tous. Alors, un grand merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Alors, en espérant qu'on va pouvoir la faire partir.
Alors, merci à tous et bonne soirée. Merci.